Après 2 semaines d'attente, le chapitre 1107 est enfin à nous et il commence là où le dernier s'est terminé. Nous retrouvons les pirates géants d'Elbaf venus à la rescousse de Luffy et des Mugiwara qui ont tant fait couler d'encre dans le dernier chapitre. Et ils ne sont pas seuls, Oimo, Kashi et d'autres géants les accompagnent pour semer la destruction au sein du Buster Call de la marine, avec un très beau tatouage de soleil sur le bras de l'un d'eux. C'est bon, on est sûr, il croit bien en Nika. Notre très cher Usopp n'en perd pas une miette et se réjouit enfin de voir ses vieux amis qu'il n'a plus revus depuis Little Garden, la première vraie aventure qu'ont vécu les Mugiwara sur Grand Line. Puis même pour nous, combien de fois avons-nous pu imaginer depuis le chapitre 128 le retour de Dory et Brogy signant inévitablement le début de l'arc Elbaf pour nos Mugiwara? On attendait ça depuis bien plus qu'on attendait Wano Kuni, c'est assez fou, mais c'est aussi vraiment terrible puisque je pense qu'on a tous la même sensation. Elbaf signerait l'un, voire le dernier arc des Mugiwara sur une île. Le monde est en train de bouger, de changer. Nous le verrons dans ce chapitre avec par exemple l'équipage de Barbe Noire qui apparaît enfin sur Egghead et qui prépare sans aucun doute un coup d'état qui bouleversera l'humanité tout entière. Bref, nous sommes proches de la fin, on le sait, on le sent. Mais ne déprimons pas car de toute façon aujourd'hui on a beaucoup de taf dans cette review. D'ailleurs rendez-vous ce soir à 20 h sur Twitch pour un live débrief et relecture du chapitre. Comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. Bref, nous avons enfin un petit peu de Zoro dans ce chapitre. Des mois qu'on attend de savoir comment se passe son combat contre Lucci, eh ben ça a l'air de pas avoir beaucoup bougé. À part s'échanger quelques pics, Zoro dit tout de même une chose assez intéressante, ce n'est pas toi qui contrôle la durée du combat. On comprend alors que l'épéiste des Mugiwara ne cherche pas forcément à vaincre son adversaire mais plutôt à le contenir, pendant que ses alliés essayent tant bien que mal de préparer leur fuite d'Egghead. Alors si je trouve ça intéressant, c'est parce que j'ai l'impression qu'encore à ce stade de l'arc, beaucoup pensent que les combats des Mugiwara sont destinés à avoir un vainqueur, un perdant, et s'étaler donc sur plusieurs chapitres dans une intensité hors norme. Malheureusement, ce n'est pas trop la DA d'Egghead 1. J'entends par là que même si moi j'avais des attentes particulières sur un peu tout le côté baston, etc., j'ai compris que ça prendrait trop de temps. Que ce soit Kizaru, Lucci ou Saturne, aucun sera à mon sens vaincu par les Mugiwara après avoir combattu intensément pendant plusieurs chapitres, de manière conventionnelle, comme ce fut le cas pour Kaido et son équipage par exemple. Même le retour de Luffy en Gear 5 contre Saturne dans ce chapitre n'est pas le signe que Luffy battra le doyen, mais plutôt que c'est la dernière fois qu'il utilisera la forme Nika dans cet arc pour s'enfuir avec tous les autres. De toute façon, les géants sont là pour sauver les Mugiwara, ils ne vont pas attendre que chacun termine leur combat les bras croisés. Egghead n'est pas un arc destiné à faire briller nos Mugi dans des combats épiques à couper le souffle, et ce n'est même pas tant dérangeant que ça, vu tout ce que les derniers chapitres ont apporté à l'histoire de One Piece. En tout cas, si ça se tape timidement sur terre, en mer c'est autre chose. Pas loin de 30 bateaux de la marine de petits et moyens gabarits ont été coulés par ce qui semble être les pacifistas contrôlés par Bonnie. L'ordre a été donné aux plus gros navires de guerre de s'approcher d'Egghead pour éliminer le maximum de pacifistas, les mêmes navires qui seront vraisemblablement détruits par les géants d'Elbaf. Non, franchement, je continue de trouver ça dommage que les Buster Calls soient si inefficaces contre les Mugi, et même qu'ils soient si inefficaces en général. Là vraiment, le meilleur power-up que la marine pourrait avoir, c'est avec des bateaux d'une puissance de feu équivalente à un Mother Flame miniaturisé. Qu'un Buster Call entier ne puisse peut-être pas anéantir une île entière comme l'a fait cette arme avec Lulusia, mais au moins que ce soit plus efficace que des boulets de canon. Pitié, même les Mugiwara ont un rayon laser qui sort de leur bateau. Pourquoi la marine doit tirer du plomb? Je sais pas, on va écrire une lettre à Oda pour qu'il change ça. Faut faire du forcing là pour la marine. Peu cher, elle fait peine à côté des monstres qu'elle affronte. J'espère au moins qu'ils sont bien payés, mais j'en doute. On passe enfin aux parties intéressantes. Ouais, c'était pas intéressant là. Luffy et Bonnie versus Saturne. Avant ça, j'en profite pour vous remercier de tous vos merveilleux retours sur chacune des dernières reviews. On en parlera plus tard, mais ça m'a fait chaud au cœur de voir à quel point vous avez aimé ce nouveau mais simple format de questions-réponses à la fin. Donc merci vraiment à tous. Et tout ce que je peux vous demander pour aider gratuitement la chaîne et la faire grandir, c'est de continuer de liker les vidéos si elles vous plaisent et de vous abonner, évidemment. Merci à tous et surtout merci à Luffy pour la bonne tranche de rire. Alors que Bonnie s'effondre en voyant apparaître devant elle la personnification de l'espoir et de la liberté, Luffy lui répond « J'étais avec toi tout ce temps, pourquoi tu me cherchais ?» Ça c'est le Luffy qu'on aime, c'est le capitaine teubé qu'on a décidé de suivre toute notre vie. Vous savez, on dit que 56 c'est le nombre auquel il est lié, etc. Les foreshadows, les trucs, les Goro Awase. Mais en fait c'est pas du tout ça. C'est
simplement le niveau de son QI, hein, j'y pense fortement. On rigole, mais pendant ce temps, et pour la première fois depuis le chapitre 1044, Luffy découvre le nom de Nika, grâce à Bonnie justement. Je sais pas quand est-ce qu'on lui dira qu'il est le dieu soleil et toute l'histoire qu'il y a autour, mais en tout cas une chose est sûre, Luffy ne se pose toujours aucune question de savoir pourquoi et comment il a changé de forme en devenant tout blanc. Il est vraiment premier degré en mode « Ouais, cool, qu'est-ce que je l'aime, putain ». L'ambiance change quand même assez rapidement de ton après avoir découvert Vegapunk gisant au sol. Luffy propose à Bonnie de découvrir la vraie puissance de Nika en utilisant une nouvelle technique nommée Gomu Gomu no Down Gatling. Les gars, juste prenez 2 secondes, mais Luffy versus un membre du Gorosei, c'est tout. Revenez 10 ans dans le passé, personne n'aurait osé espérer une telle chose. C'était trop beau pour être vrai, j'en perds mon... Bref, allez, c'est trop bien. Le doyen ne peut résister à une telle attaque qui se retrouve à nouveau projetée contre tous les buildings d'Egghead. Donc en vrai, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Pas besoin de Mother Flame miniaturisé pour rendre plus efficace les Buster Call. Hein. Faut juste catapulter la daronne de Saturne sur toute l'île et il détruira beaucoup plus les structures que ne font les navires. Alors non, il y a quand même quelque chose à noter, hein. Vous aurez compris que Bonnie allait désormais pouvoir réutiliser la force de Nika après que Luffy lui ait montré comment faire. Ça c'est une chose, mais le plus important c'est que maintenant, Bonnie croit dur comme fer à Nika en ayant la preuve formelle de son existence. On peut pas faire mieux ceci dit, hein. Et ben là du coup elle vient de prendre un power-up de fou furieux à l'instant. Si déjà il y a 2 ans, elle a été capable de mettre à mal un agent du Cypherpole avec une technique Nika-esque, alors je vous laisse imaginer que maintenant que l'espoir et la croyance sont revenus, Bonnie va vraiment montrer des attaques de dingue. Là encore, c'est exactement ce que je vous avais dit dans les questions-réponses de la dernière vidéo. Maintenant qu'elle a été témoin de son apparition dans le ciel d'Egghead, l'espoir de Bonnie renaît et va reconnaître Luffy en tant que dieu du soleil. C'est le déclic qui lui permettra de réutiliser une apparence proche de Nika comme elle avait fait face à Alpha dans son flashback. Ce n'est donc pas une grande, mais plutôt une belle surprise et j'ai hâte de la voir réutiliser le Gomu Gomu no Down Gatling du coup. Allez, plus on avance, plus on arrive au croustillant, ne perdons pas trop de temps, on va quitter Luffy et Bonnie pour ce chapitre. Quant à Saturne, on revient sur lui dans très peu de temps. Pour l'heure, il est temps de se focaliser un petit peu sur Sanji qui parvient à bloquer Kizaru et son énième tentative d'assassinat sur Bonnie et Vegapunk. Alors vraiment, je suis sincèrement désolé, hein, mais là Kizaru, j'en peux plus. Frère, ça fait 15 chapitres, sans mentir, qu'il sait pas ce qu'il fait. À un moment, il est triste, à un moment, il veut tuer tout le monde. Dans tous les cas, il ne réussit à absolument rien. Et je trouve ça trop chiant de voir la marine performer aussi peu. En fait, le problème, c'est même pas que Kizaru ne réussisse pas, parce que évidemment, il ne tuera pas Bonnie. Enfin, je suis pas con, hein. Mais juste, on dirait un pion dérangeant qu'Oda, pour l'instant, ne sait plus trop où placer. Alors, je me trompe possiblement, hein, j'ai pas bac plus 28 en analyse littéraire, j'aimerais simplement le voir plus efficace et moins pantin qui exécute les ordres sans jamais vraiment bien le faire. Après, il va possiblement affronter Sanji, et là, ça donne du baume au cœur parce que le frérot aux sourcils brillés était un petit peu discret dans les derniers chapitres. On le voyait utiliser son Ifrit Jump pour fracasser un gamin homme-poisson face à S-Shark, mais par contre, contre Kizaru et Saturne, Sanji s'est touché tout le long. Bon, j'abuse, mais en tout cas, on est presque à la fin de l'arc, et moi, avec ma logique, peut-être simplette, je me dis que pour défendre efficacement son groupe et combattre les adversaires qui lui font face, un petit Ifrit Jump serait bien vu. Et ça tombe bien puisqu'on voit quoi là sur son joli visage? Un sourcil inversé, mesdames et messieurs. Sanji est donc dans sa forme Ifrit et va donc probablement combattre au max de sa puissance. Let's go. En tout cas, même sans cette puissance, il parvient à bloquer un rayon laser de l'amiral, ce qui, je dois bien avouer, fait quand même son petit effet. Même à Franky d'ailleurs. Surtout avec sa petite punchline, l'amour brille plus intensément que la lumière, ouais. Il s'est parlé, il s'est parlé. Donc oui, vu que l'amiral ne semble pas pouvoir s'occuper du capitaine, en tout cas Luffy a montré à trop de fois une supériorité face à Kizaru, Sanji pourrait le retenir grâce à son haki d'observation très avancé, lui permettant d'anticiper un minimum la lumière de Kizaru et son jeu de jambes destiné à rencontrer celui de ce dernier. Bref, on passe à la suite. Pourquoi ? Parce que Barbe Noire, nous y sommes les gars. Nous y sommes. Après l'attaque de Luffy, Saturne a été repoussé si loin dans Egghead qu'il est tombé face à face avec l'équipage de Barbe Noire. Il a fallu attendre ça pour les voir apparaître. Ça fait 1 an qu'on les attend. Comme prévu, Katarina Devon est ici accompagnée de Van Augure qui lui était par contre beaucoup moins prévu. L'échange entre le doyen et l'équipage de l'empereur est extrêmement révélateur. Alors que Devon se demande de quelle sorte de pouvoir Saturne possède, elle lui touche la jambe et déclare que la mission est accomplie. Ils continuent leur conversation quand Saturne révèle savoir que Teach est spécial et qu'il vient d'une lignée particulière. Devon et Augure finissent la conversation en répondant au doyen que leur objectif était le monde avant de disparaître devant ses yeux. Le chapitre se termine avec l'apparition de Caribou face à Devon et Augure qui allaient quitter Egghead. Le rescapé de Wano Kuni demande aux 2 membres de l'équipage de Teach de les rejoindre pour rencontrer ce dernier. Car oui, Caribou est un grand fan de Barbe Noire, il souhaite travailler pour lui et est même devenu pirate grâce à lui.
Je voudrais vraiment hurler de joie sur cette fin de chapitre, mais je peux pas, faut que j'économise mon énergie pour faire le montage de cette vidéo. Mais sachez que je pourrais chialer de bonheur, d'accord? Alors les potes, là on va se concentrer. J'ai 1,5 milliard de choses à vous dire et de théories à faire. On va parler évidemment de comment Caribou va changer le cours de l'histoire avec Barbe Noire, de quelle race ou lignée viendrait Teach justement, et aussi la vraie mission de Devon et Augure sur Egghead. Et on va commencer par ça justement. La mission de Devon était, à en juger sa réaction, d'établir un contact physique avec Saturne, ce qui soulève beaucoup de questions. Que compte-t-elle faire de son apparence? Car oui, elle qui possède le fruit du Kitsune capable de prendre l'apparence de quelqu'un, il doit sûrement lui suffire de toucher son adversaire pour se dédoubler, se cloner du moins. Vous l'aurez compris, comme Bon Clé et son Mane Mane no Mi. Ensuite, quel rôle aura cette mission dans l'objectif qu'ils ont du monde, tout simplement? Et surtout, comment savait-il qu'un membre du Gorosei se trouvait ici sur Egghead? Pour la première question concernant l'utilité de prendre son apparence, ça n'aura aucune conséquence maintenant. Par contre, ils ont désormais un atout non négligeable en main. Ils peuvent infiltrer le Gorosei. En effet, on ne sait pas vraiment encore comment fonctionne le fruit de Devon. C'est un Zoan mythique, donc il est évident que son rôle n'est pas de bêtement recopier l'apparence de ceux et celles qu'elle touche. Ça va au-delà de ça, c'est un fruit beaucoup plus puissant que celui de Bon Clé, avec plus de possibilités. Sinon, autant aller chercher Bon Clé, ça aurait été plus rapide. En prenant l'apparence de Saturne, elle pourrait alors prendre sa place sur Marie-Joise, tout en n'éveillant aucun soupçon, ni des autres doyens, ni même de Imu. On en vient donc à la deuxième question, en quoi ça les aidera à conquérir le monde? Actuellement, si une personne contrôle le monde, c'est bien le gouvernement mondial. Barbe Noire serait l'homme voulant détruire ce gouvernement non pas pour sauver les esclaves et libérer les peuples, mais bien pour prendre la place d'Imu. N'oubliez jamais, Teach a toujours voulu dominer le monde. C'est ce qu'il nous faisait déjà comprendre face à Ace en lui demandant de le rejoindre. Pire encore, il disait avoir un plan pour ça, sans aucun doute comme Chebek avec qui il partage le même désir. Alors oui, c'est un méchant, et tout méchant a un plan, surtout dans One Piece, mais Teach est différent. Il ne dort pas. Il a vécu pour deux. Le temps que passent les autres à dormir, lui, il les passe à étudier les fruits du démon et à monter des stratégies pour accomplir son objectif. Les connaissances de cet empereur sont exceptionnelles. Il connaît les Lunarians, il connaît la forme Sulong des Minx, mais surtout, il sait tout des fruits du démon, sauf peut-être à la rigueur leur origine et encore. En tout cas, c'est sa spécialité. Lui-même a avoué avoir choisi le Yami Yami no Mi après avoir étudié tout l'encyclopédie des pouvoirs démoniaques. Alors, vous pensez vraiment qu'il a choisi les fruits du démon de son équipage sans arrière-pensée? C'est impossible, vous m'entendez? Si Devon a un fruit du démon permettant de prendre l'apparence de quelqu'un, c'était juste pour ce moment précis. C'était juste pour prendre l'apparence d'un membre du Gorosei et les infiltrer pour détruire le gouvernement de l'intérieur. Teach veut tout. C'est la raison pour laquelle Oda voulait l'appeler Everything dit Teach à l'origine. Il veut contrôler le monde. Son plan est infaillible et apparemment, il se déroule à merveille. Si ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni dans un mois, il arrivera le moment où Saturne représentera une faiblesse au sein du gouvernement que Teach exploitera sans hésitation et grâce à Devon. D'ailleurs, je viens de me souvenir que déjà au chapitre 1080, quand Barbe Noire exprimait son désir de faire de la ruche un royaume et de devenir roi, je me disais qu'il avait comme ambition d'être un vrai roi à l'échelle mondiale et d'accéder à la rêverie. Alors peut-être que le titre de roi serait un moyen pour lui d'obtenir une place à la rêverie, et là ça devient intéressant, car cette fois il n'en profiterait pas pour se rendre librement sur Impel Down pour constituer son équipage, mais peut-être pour accéder à Marie-Joise et se rapprocher de Im, la personne détenant actuellement le titre de roi du monde. C'est le désir de Teach depuis le début, depuis son introduction. Comme il l'a expliqué et proposé à Ace, son objectif est de dominer le monde et il sait exactement comment faire pour en obtenir le pouvoir. Si personne d'autre qu'Im n'est plus proche qu'elle de profiter de ce titre ultime, alors Teach, en plus d'avoir parfaitement conscience et connaissance de son existence, souhaiterait en finir avec la plus grande puissance du gouvernement. Après ce chapitre et les révélations de Devon et Augure, c'est peut-être pendant une rêverie future que Devon utilisera l'apparence de Saturne et feront ce qu'ils ont à faire. Pour le coup, le loup est vraiment rentré dans la bergerie. Et l'autre chose qui a donc fini par m'interroger, et ça fait déjà longtemps, qui a donné l'info à Teach que le Gorosei allait se rendre sur Egghead? Si on part du principe que l'origine de la présence du bateau de l'équipage de Barbe Noire au chapitre 1079 était la mission qui a accompli aujourd'hui, à savoir de récupérer l'apparence de Saturne pour Devon, eh bien ça signifie qu'ils ont eu une information que d'autres n'avaient pas. Parce que le Gorosei, personne ne savait qu'ils allaient venir, si ce n'est Kizaru et les randoms de la marine et le Gorosei eux-mêmes. Alors comment ont-ils eu cette information? Pareil au chapitre 925, ça m'avait fait tilt à l'époque. Barbe Noire fait encore preuve d'une grande clairvoyance lors de sa première révélation depuis l'ellipse, en parlant des révolutionnaires voulant sauver Kuma
coma alors que c'était un objectif qu'ils n'avaient annoncé à personne. Et en annonçant la venue de Big Mom sur Wano Kuni, territoire où se trouve Luffy et d'autres supernovas. En fait, je sais pas si j'arrive bien à vous expliquer pour vous faire réaliser l'énorme dinguerie, mais ça veut véritablement sous-entendre que Barbe Noire, il sait tout. Alors j'en viens à me demander, est-ce que c'est un pouvoir particulier qu'il a récupéré pendant l'ellipse, ou a-t-il un infiltré quelque part qui lui donne ces informations? J'en viendrais presque à penser à Morgan Big News, puisqu'il est connu pour espionner les conversations, comme ce fut le cas au chapitre 1090, en interceptant celle entre Luffy et le Gorosei. Ou alors, est-ce que c'est grâce à Lafitte, lui que l'on attendait sur Egghead a finalement été remplacé par Van Augure? Serait-il l'homme à l'origine de ces précieuses informations que Teach reçoit? Pas de doute, à mon avis, pour un homme qui a tant d'ambition et un plan si précis de contrôler le monde, il a accès à beaucoup d'informations en temps réel et le raid d'Egghead en est la preuve formelle. Franchement, on en reparlera ce soir en live parce que vraiment il y a beaucoup trop de choses à dire, c'est fou. Alors attendez, il reste encore 2 sujets à venir, la race de Teach et l'impact qu'aura la révélation de Caribou, mais je voulais quand même vous parler de Van Augure. Je peux pas faire style que sa présence ici est normale, je suis désolé, c'est un goth, hein, il est incroyable. Je sais pas si on se rend bien compte des faits d'armes du Usopp maléfique de Teach, mais il a attaqué avec Kuzan Wallcake pour récupérer Pudding, c'est un événement qu'on commence un petit peu à banaliser, hein, mais rappelons quand même qu'ils ont attaqué le territoire d'un empereur en étant que 2 et ils ont réussi, ok. 2 justement, il a ensuite participé à la bataille contre l'eau et son équipage. Alors certes, l'issue était inévitable à mon sens, hein, dans aucun monde Teach pouvait encore perdre contre le Supernova, mais le combat a quand même dû être rude. Ça n'a pas empêché Van Augure de, 3 se rendre sur Egghead en un laps de temps mais terriblement court. Non mais c'est même à se demander s'il n'y a pas un problème les gars, je vous jure. En gros, le combat entre Teach et l'eau a commencé au chapitre 1063 avec la présence de Van Augure. Ok, chapitre 1079. Un navire de Barbe Noire s'approche de Egghead. On soupçonne alors Katarina Devon et Lafitte puisqu'ils seront pas présents sur la ruche pendant l'assaut de Garp pour libérer Kobe. Et finalement, chapitre 1081, donc après le 1079, hein, je suis pas encore fou, on retrouve encore Van Augure aux côtés de Barbe Noire. Donc si je résume, Van Augure n'était alors pas sur le bateau de Barbe Noire aperçu au chapitre 1079 puisqu'il combattait l'équipage de l'eau et s'est possiblement téléporté sur Egghead après le chapitre 1081, donc après avoir gagné contre le Supernova. Pourtant, Devon reproche à Van Augure de ne pas les avoir téléportés plus loin, ce à quoi il répond qu'il ne maîtrise pas encore totalement ses pouvoirs. Donc oui, il peut possiblement se téléporter d'île en île, déjà c'est trop puissant, mais non, il n'a pas encore les capacités de le faire. Donc je m'excite pas trop, mais si j'ai bien compris et si j'ai la bonne chronologie en tête, Van Augure n'avait aucune raison de se trouver ici sur Egghead, en tout cas pas dès le chapitre 1079. Le truc un petit peu fou et what the fuck serait que finalement ce soit le fruit du démon de Lafitte. Lafitte serait capable de cloner un de ses alliés, et il aurait justement cloné et dédoublé Van Augure pour être à la fois sur Egghead et sur Winter Island. Ça reste quand même un petit peu broken, mais j'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée. Il y a un mystère. Finalement, ne serait-il pas temps de parler de Marshall D. Go Teach? Ouais, je tenté un truc, c'était pas terrible. C'est bon, c'est officiel, Teach est spécial, du moins encore plus spécial qu'on ne le pensait. Si je peux me permettre de vous faire un bref récapitulatif de ce qu'on sait de lui, Marco, le médecin de l'équipage, confirme que Barbe Noire n'est pas un humain ordinaire et qu'il y a quelque chose de différent, surtout au niveau de son corps. C'est ce qui lui aurait permis d'obtenir 2 fruits du démon, chose qui est encore une véritable prouesse dans le monde de One Piece, comme le disait le Gorosei au chapitre 594, tout juste après la fin de Marineford. Et finalement, pour couronner le tout, il n'a pas besoin de sommeil, c'est Baggy qui lâche cette info comme une bombe au chapitre 966, disant que pendant toute la bataille ayant opposé l'équipage de Roger à Barbe Blanche, Teach, lui, n'a pas eu besoin de dormir une seule seconde. Ouais, après il se la pète un peu, moi aussi je vais pas dormir une seule seconde pour faire mon montage. Bon, je pense ne pas trop m'avancer pour dire que toutes ces particularités qu'a Teach, corps différent, pas besoin de dormir, 2 fruits du démon, c'est ce qui fait de lui un être si spécial même aux yeux du Gorosei. Alors c'est bien beau, mais ça ne nous aide pas plus. Teach est le seul dans ces cas-là. On n'a aucun recul possible pour théoriser d'une quelconque manière. Eh bien, il y a quand même un petit quelque chose qui pourrait se transformer en très grosse théorie. Plus simplement, Oda aurait déjà teasé la lignée particulière de Teach avant même son apparition. Et il y a quelques années, je me suis mis en tête de relire One Piece en analysant chaque détail de l'œuvre, autant vous dire que ça me prenait un temps fou, j'ai toujours pas terminé, et moi qui adore Barbe Noire, je scrutais chaque détail pendant ses apparitions, et un élément sur Drum a attiré mon attention. Chapitre 134, Luffy apporte pour la première fois depuis le début de l'œuvre une connaissance à Sanji en plus, en lui disant « À propos, tu savais que les habitants des régions enneigées comme celle-ci ne dormaient jamais? S'ils s'endorment, ils peuvent mourir de froid. » Après que Sanji refute l'information sous prétexte qu'aucun humain ne peut se passer de sommeil, chose vraie en théorie, Luffy persiste et lui dit « Si, je t'assure c'est vrai, quelqu'un me l'a dit il y a longtemps, j'ai entendu cette histoire à la taverne de mon village. » Ce quelqu'un qui lui a raconté cette histoire à la taverne de son village, c'est Shanks. Shanks qui a appris le vrai secret de Teach.
Luffy, sans le savoir, venait de parler de la particularité de Barbe Noire, celui qui allait devenir son pire ennemi. Ce n'est pas une scène anodine, ce n'est pas un sous-entendu bancal qui ne veut rien dire. Non, une seule personne ne dort pas dans One Piece, et c'est Teach. Shanks le sait. Vous savez ce qui est le plus drôle dans cette histoire? Barbe Noire a été mentionné pour la première fois ever dans One Piece au chapitre 133. Un seul chapitre avant ce qu'a dit Luffy sur les gens qui ne dorment jamais. Non mais écoutez, franchement très bien, ça peut être un hasard et je suis d'accord avec vous. Mais faut avouer que sur plus de 1100 chapitres, actuellement, le hasard fait quand même vraiment bien les choses. Honnêtement, je pense que ce passage a une énorme importance. Les origines de Barbe Noire nous ont été teasées au chapitre 134, il a fallu attendre quasiment 20 ans pour s'en rendre compte, c'est du Oda tout craché. Qu'est-ce que ça signifie réellement et qu'est-ce que ça a à voir avec le chapitre 1107? Eh bien, il existerait une île enneigée quelque part dans ce monde, bien différente de toutes les autres, car sur celle-ci aurait vécu une lignée de monstres, comme on les appelle, une lignée dont Teach serait le descendant. Leur particularité serait de ne jamais avoir besoin de dormir et de cultiver un savoir immense, un savoir qui aura permis à Barbe Noire d'apprendre tout du monde ou presque. Mais alors quelle est cette île enneigée? Où se trouve-t-elle? Où se trouve la terre natale de Teach? Eh bien, j'en sais rien, mais je dois avouer trouver Lodestar très étrange. En effet, il s'agit de la dernière île avant Laftel, qui cache une forme de secret, puisque Roger a découvert là-bas qu'il restait encore une île à visiter. Je pense aussi que Lodestar n'était pas inhabitée. Après tout, il faut bien qu'elle raconte une histoire, et ça risque d'être difficile de le faire sans personne vivant dessus. Et puis, Lodestar est un nom donné à l'étoile polaire, celle guidant les marins vers le nord, et donc peut-être vers l'un des points les plus froids du monde de One Piece. Lodestar serait donc la terre natale de Teach. Cache-t-elle une lignée de 10 capable de consommer 2 fruits du démon et de ne pas ressentir le besoin de dormir? Une chose est sûre, le futur de One Piece ne peut être qu'épique et exceptionnel avec un antagoniste comme Barbe Noire. On termine sur un final qui ne laissera indifférent personne, c'est absolument impossible. Après avoir été de nouveau très discret pendant de longs mois, Caribou ressort de sa cachette pour intercepter Van Augur et Devon. Sa demande est très simple, il admire Barbe Noire et son rêve serait de le rencontrer en personne et ainsi rejoindre son équipage. Ok, alors je sais très bien que mes petits frérots de review piqués à la théorie sont en ébullition à ce moment précis, mais pour ceux qui réalisent pas trop ce que ça signifie, eh bien ça change tout en fait, ça change absolument tout. Cette opportunité va renverser la situation en faveur de Barbe Noire encore une fois. Déjà, pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut savoir que depuis le chapitre 652, Caribou disait vouloir entrer dans ses bonnes grâces, après avoir récupéré le trésor et découvert le secret de Poséidon. Mais de qui pouvait-il bien parler? Eh ben on savait pas, mais rebelote au chapitre 1056, il mentionne à nouveau ce quelqu'un qui pourrait autant être intéressé par les informations qu'il vient de récupérer. C'est alors que dans cette même review, le doute n'était plus permis, il fallait que je vous parle de Barbe Noire et de pourquoi il serait la personne avec qui Caribou souhaitait entrer en contact. J'adorerais m'attribuer tous les mérites de cette théorie, mais je pense que tout le monde aura pensé à la même chose, donc bon. Tout ça pour dire, Oda avait depuis l'île des hommes poissons prévu que Caribou et Teach entrent en contact. C'est fou, mais c'est surtout les conséquences de cette rencontre qui le sont d'autant plus. Car oui, Caribou sait que Shirahoshi est l'arme antique Poséidon, et il sait que Pluton se trouve sur Wano Kuni. Ces infos-là, elles mettent plus que jamais Barbe Noire sur un pied d'égalité avec Luffy dans la course au One Piece. Écoutez-moi bien, les pouvoirs de Poséidon sont à peu près gérables. Shirahoshi est du côté de Luffy et elle n'utilisera pas ses compétences d'arme antique pour faire le mal. C'était la prophétie énoncée par sa mère Otohime, et la légende veut que Shirahoshi reçoive la visite d'un inconnu chargé de guider son pouvoir sur la bonne voie. La seule chose que Teach peut faire, c'est donc de kidnapper Shirahoshi, mais en théorie, cette dernière ne l'utilisera pas pour faire régner le mal et la désolation. Donc, côté Poséidon, le problème réside surtout dans sa protection et son bien-être plutôt que dans l'exploitation de ses pouvoirs. Par contre, pour Pluton, tout est absolument différent. Factuellement, Pluton n'est qu'un bateau dénué de conscience et de réflexion. Contrairement à Poséidon, il pourrait être utilisé par n'importe qui avec bonne ou mauvaise intention. C'est d'ailleurs exactement ce que Franky disait sur Water 7 quand il se disputait les plans de Pluton avec le gouvernement mondial. Bref, et si c'était Barbe Noire, ce n'importe qui? Pluton sommeille au fin fond de Wano Kuni, comme l'a expliqué Sukiyaki, le père d'Oden. Plus encore, il nous a révélé une information capitale pour le futur de One Piece et de Wano. Pour extraire cette arme antique reposant dans les tréfonds du pays des samouraïs, il faut détruire les murs entourant l'île. Cette ouverture des frontières que voulait tant opérer Oden depuis son retour de Laftel était en réalité la libération de l'arme antique Pluton, une arme antique qui aurait un rôle précis dans le grand final de One Piece et qu'il aurait appris en découvrant la véritable histoire sur la dernière
dernière île. Mais alors qui d'autre que le grand Barbe Noire pourrait détruire ces murs? Je vous rappelle que depuis Marineford, Barbe Noire possède un fruit du démon bien spécial. Un fruit du démon que l'on dit pouvant détruire le monde. Le Granomi. En effet, le paramécia des tremblements, autrefois possédé par Barbe Blanche, serait la clé pour ouvrir les frontières de Wano Kuni. Grâce au séisme engendré par ses pouvoirs, Barbe Noire ouvrirait les frontières de Wano, non pas pour aider et sauver le monde comme l'espérait Oden, mais pour y créer un véritable chaos. En apprenant la position de Pluton par Caribou, Barbe Noire irait alors en direction de Wano pour libérer le pouvoir d'une arme antique. Une arme antique qui lui sied par ailleurs à merveille. Elle est celle représentant le dieu des enfers. Quelle meilleure représentation pour l'homme qui possède le plus démoniaque des fruits du démon au monde, le Yami Yami no Mi. Barbe Noire est actuellement le seul pirate à ne pas avoir un véritable bateau digne de ce nom. En tout cas, c'est ce qu'Oda veut nous faire croire à en juger l'aspect très rudimentaire du sabre de Chebek, son navire. La plus grande amélioration que sa flotte subirait serait alors d'accueillir dans ses rangs le bateau des enfers. Si cette théorie sur Barbe Noire attaquant Wano pour récupérer Pluton vous plaît, alors pensez également à Shanks qui était persuadé que Teach se rendrait au pays des samouraïs. Le roux connaîtrait lui aussi le secret que cache Wano Kuni et s'attend à tout moment que Barbe Noire essaye de récupérer l'arme antique. Cette petite scène du chapitre 1079 serait alors un véritable foreshadowing, un teasing exceptionnel d'un événement qui le sera encore plus. Ça serait un mindfuck total et surtout Barbe Noire compléterait enfin le tableau des empereurs à Wano Kuni. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shanks, Baggy et même Luffy se sont rendus sur Wano ou aux alentours. Seule Barbe Noire n'y a jamais mis les pieds ou ne s'en est jamais approché. Et ouais, je vais pas vous le cacher, j'adore cette théorie, car elle répond aussi à l'une des questions que je me pose le plus. Pourquoi Oda a-t-il donné à Barbe Noire un deuxième fruit du démon aussi puissant alors qu'il considérait le Yami Yami no Mi de base comme étant le plus puissant et démoniaque de tous? Je vous promets, le Gura no Mi aura un rôle à jouer dans le futur de One Piece, et pas uniquement dans les combats ou les rapports de puissance. Mais le comble de l'ironie, à mon sens, c'est que Wano Kuni est bien inspiré du Japon, n'est-ce pas? C'est la terre natale d'Oda. Le Japon est également l'un, voire le pays recensant le plus de séismes qui sont ensuite à l'origine de tsunamis mortels. Avec le scénario que je vous ai dévoilé, Barbe Noire utiliserait dans le pays représentant le Japon un fruit du démon générant des séismes et des tsunamis comme montré à Marineford. Alors vous devez peut-être vous demander pourquoi j'ai dit plutôt que cette théorie mettrait plus que jamais Barbe Noire sur un même pied d'égalité avec Luffy dans la course au One Piece. Eh bien il faut dire que le destin sourit quand même beaucoup à Teach. Contrairement à Luffy, il n'aura eu ni besoin d'aller sur l'île des hommes poissons ni sur Wano Kuni pour découvrir l'emplacement des armes antiques. Pire encore, il n'aura même pas eu besoin de quelqu'un qui savait lire les poneglyphes puisque Robin l'a fait pour lui indirectement. Et en parlant de poneglyphes, il y a eu beaucoup de changements de son côté récemment. En plus d'avoir récupéré les copies de poneglyphes de Trafalgar Law, après l'avoir vaincu sur Winer Island, il a récupéré au même moment Pudding, la fille de Big Mom et potentielle clé pour déchiffrer le contenu de ces stèles antiques. En fait, en ayant seulement combattu un supernova et envoyé un groupe infiltré Whole Cake, Teach aura récupéré autant d'éléments que Luffy pour atteindre la dernière île. Ils doivent être à peu près équivalents en termes de Road Poneglyph, ils ont tous les deux quelqu'un qui peut les déchiffrer et ils connaissent tous les deux l'emplacement des mêmes armes antiques. Tout va se jouer avec le dernier Road Poneglyph, celui détenu par l'homme à la cicatrice de feu. Et là pour une fois, Teach a un véritable avantage sur les Mugiwara puisqu'ils ont des informations le concernant, son bateau, ses pouvoirs. Tout porte à croire que dans le prochain arc, Barbe Noire et son équipage rempliront leur dernier objectif, à savoir récupérer le dernier Road Poneglyph et leur première arme antique. Après presque 30 minutes de review, vous êtes encore là? Eh ben merci les potes, ça fait plaisir, hein. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit like et tout, ça fait pas de mal. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que la review est terminée. Non, pourquoi se faciliter la vie? Non, non, on va continuer d'appliquer le format de la dernière fois. Oui, c'est le moment questions-réponses. Petit rappel, posez-moi vos questions sur YouTube et même sur Twitter à propos du chapitre, j'y réponds dans la review juste après. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec plusieurs de vos commentaires, mais avant, très important, on va simplifier la recherche d'un nom pour cette rubrique, hein, parce que j'ai pas réussi à en trouver un et j'ai vraiment besoin de vous, encore. Donc, c'est simple, ce qu'on va faire, proposez-moi un nom de rubrique en commentaire, là, vous écrivez, tac tac tac, et je ferai un sondage YouTube avec les 5 propositions qui ont le plus de likes. Je compte sur vous les bros, feu et commençons cette nouvelle partie. Oh là, si les géants ont un problème dans leur nation, pourquoi ne pas avoir demandé l'aide de Shanks qui était présent? Question très pertinente que vous m'avez aussi beaucoup posée en live et vous avez totalement raison. Pourquoi les géants n'ont pas demandé l'aide de Shanks qui était présent s'ils avaient vraiment un problème sur Elbaf? Pour rappel, c'était ma théorie, idée, hypothèse dans la dernière review. Je disais que Loki était potentiellement enfermé à cause de la famille royale ou d'un usurpateur qui siège sur le trône. Bref, tout ce que je peux dire concernant Shanks, c'est la même chose qu'en live. C'est que Luffy qui règle les problèmes dans ce putain de monde, d'accord? Shanks, Barbe Blanche, Roger, c'est pas des mecs qui vont s'occuper de la politique des autres royaumes. C'est que Luffy qui fait ça.
c'est que lui. À l'instar de Roger et Oden qui ont tourné le dos à Wano Kuni lorsqu'ils sont allés chercher le Rod Poneglyph alors qu'ils auraient pu fumer Kaido avec l'équipage de fous qu'ils avaient, Shanks ne se mêle pas de la politique d'un royaume. En fait, c'est pas son rôle, sinon Luffy n'aurait plus rien à faire. C'est à Luffy de libérer les peuples pour gagner leur confiance et en faire des alliés. Si Shanks commence à s'y mettre, ça n'aurait plus de sens. Ça me fait penser à l'équipage de Barbe Blanche qui songeait assiéger Wano, mais qui ne l'ont pas fait par peur de faire des morts. Ça prouve bien que les empereurs ne réfléchissent pas comme le réfléchit Luffy en fait. Lui et même son équipage, malgré ce qu'ils disent, agissent imprudemment dans tous les arcs. Donc ouais, là où je veux en venir, c'est que Oda n'aurait plus rien à raconter si ce n'était pas Luffy qui réglait les problèmes. Sinon Wano Kuni aurait pu être libéré depuis des années, que ce soit par Shanks, Barbe Blanche, d'anciens alliés d'Oden. Merci Goji pour cette super review. Merci mon ref. Quel est mon avis sur la suite des actions de Sanji durant la fin de l'arc? Aura-t-on droit à un combat contre Kizaru quand Luffy affrontera Saturne, ou est-ce qu'il réussira à faire ses preuves pour récupérer sa place au sein du trio avec une meilleure prime que Jinbei? Je sais pas s'il fera vraiment ses preuves d'ici là, ça semble bien parti vu ce chapitre, mais en tout cas il est évident qu'il récupérera à un moment ou l'autre sa place de second après Zoro en termes de prime. Oui, en fait c'est simple, pensez à deux choses, combat et potentiel. Encore sur Wano Kuni, quand les Mugiwara ont combattu, c'est Zoro et Sanji qui ont affronté les plus puissants adversaires de l'équipage de Kaido. Si Oda voulait vraiment changer ça, il aurait fait combattre Queen avec Jinbei, mais ce n'est pas le cas, donc ça continuera à l'avenir, vous inquiétez pas. Ensuite, Jinbei est puissant, terriblement puissant, mais il a 46 piges, Sanji en a 21. Le prince Vinsmoke a donc un meilleur potentiel que l'ancien Shichibukai et une bien meilleure marge de progression qui le mettra, comme depuis 26 ans, toujours dans le top 3 des combattants des Mugiwara avec Luffy et Zoro. Donc vous inquiétez pas, tout ira bien pour Sanji, j'espère. Quel serait le power-up d'Usopp au cours du prochain arc? Comme d'hab, ici on attend vraiment le Haki, hein. Vraiment, je suis sérieux, mais je trouve ça honteux qu'Usopp, qui a quand même une place de tireur d'élite très importante dans un équipage, puisse être si en retrait comparé aux autres. Enfin, plus particulièrement, je comprends pas pourquoi Oda il lui accorde si peu d'écriture depuis Dressrosa. Je sais pertinemment qu'il brillera à un moment ou l'autre, hein, mais là c'est juste le vide absolu depuis presque 10 ans le concernant. Donc on attend juste le Haki sur Elbaf, que ce soit la perfection du Haki d'observation ou l'apparition de l'armement, ça me semble être le strict minimum. Et très honnêtement, quand on voit Vanaugure de l'équipage de Teach, on ne peut qu'espérer un traitement à peu près similaire pour Usopp. Parce que là, il va être du père si l'autre, il commence à se TP de partout, à lui foutre des headshots en chaîne. Mais plus sérieusement, si le prochain arc est Elbaf, il se passera forcément quelque chose pour Usopp. Moi, comme je l'ai dit dans ma théorie de l'année dernière, c'est en découvrant les vestiges de la bibliothèque d'Ohara que Usopp se rendra compte qu'il devra le protéger. Lui qui est le compteur de l'équipage qui veut devenir un brave guerrier des mers, quoi de mieux que faire de lui le gardien des histoires antiques de son propre monde. Des histoires si folles qu'elles semblent inventées. Je dois dire qu'au-delà de tout power-up de puissance ou je ne sais quoi, ce que j'attends le plus sur Usopp à Elbaf, c'est un lien qui va se tisser entre lui et l'histoire que protègent les géants. Bonjour Goji et bravo pour tes vidéos. Pour toi, est-ce que la rencontre avec Dr Vegapunk et les Mugiwara va permettre d'avoir un level up pour Franky? Eh ben moi vraiment, j'adorerais ça. Et je trouverais ça même dommage qu'Oda ne le fasse pas. Améliorer le Radical Beam de Franky, améliorer les fonctionnalités du Sunny, voire même améliorer les armes d'Usopp et de Nami. C'est le moment rêvé. Donc je pense et j'espère de tout cœur que si Vegapunk sort d'Egghead et part avec les Mugi, il ne puisse pas s'empêcher d'améliorer tout ce qu'il peut et tout ce qu'il veut améliorer du coup. Par exemple, faire en sorte que le Sunny consomme moins de cola lors d'un coup de burst, augmenter sa maniabilité. Rien que déjà sur le bateau, il pourrait apporter des éléments de fou. Donc ouais, croisons les doigts ensemble les frérots. Après cette révélation, on peut dire que la personne ayant apporté à manger à Luffy pourrait être Vanaugure avec son pouvoir, ça expliquerait bien des choses. Ben, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais vu comme ça, c'est une possibilité. Après, pourquoi faire? Pour quelle raison souhaitait-il aider Luffy? Pour l'instant, on n'a pas assez d'arguments pour que ça ait vraiment du sens, mais la présence de Vanaugure qui n'était pas prévue du tout, de base, pourrait donc expliquer l'apparition spontanée de la nourriture, oui. Je ne sais pas quoi dire, je suis stun. Est-ce que le Gorosei va cramer que Katarina Devon s'est transformée en Saturne, du sens qu'ils peuvent détecter qui a un fruit et lequel? En théorie, je dirais oui, mais comme je le disais plus tôt, l'intérêt du fruit de Devon serait justement qu'on ne puisse pas faire la différence, qu'au niveau des connaissances et même des pouvoirs, elle puisse être identique à la personne dont elle a pris l'apparence en tout point. En gros, il faut que son fruit du démon soit différent de celui de Bonclé, et je vois que ça. Donc non, je pense pas qu'il puisse détecter le vrai et le faux Saturne. D'ailleurs, avec du recul, Devon parle comme si les pouvoirs de Saturne l'intéressent. Imaginez, en fait, c'est elle qui, en prenant la forme d'un personnage, peut extraire l'essence même de son fruit du démon pour la donner à son équipage. Surtout que c'est elle qu'on a vu prendre l'apparence d'Absalom, avant que Shiryu ait ses pouvoirs. À méditer.
Est-ce que tu penses que Vegapunk va mourir? Personnellement, je trouverais sa mort inutile et Luffy n'aura pas tenu sa promesse de faire quitter l'île à Stella. En vrai, non hein. Vegapunk a des organoïdes dans son laboratoire, si quelqu'un va lui chercher, il sera sauvé, soigné du moins, et surtout si c'est Chopper qui s'en occupe. Puis pour le coup, j'aime vraiment Vegapunk, s'il doit mourir, ce qui est une possibilité, j'aimerais que ce soit quand même plus tard, après nous avoir révélé certaines choses sur les fruits du démon. Ouais, on n'oublie pas Oda, hein, tu nous l'as teasé dans un SBS, on a encore besoin plus d'explications. Comment ça se fait que Zoro en chie face à Lucci? Vous savez les gars, Lucci n'est pas non plus une merde. Hein. Je veux dire que dans le monde de One Piece, le rapport de puissance ne fait pas en sorte qu'un mec plus puissant qu'un autre puisse le vaincre plus facilement et sans galérer un minimum. Luffy avait pas du tout le niveau de Kaido avant son Gear 5, pourtant Kaido en chiait pas mal face à lui. Enfin, il y avait une résistance. Lucci et Zoro n'ont pas un écart de niveau phénoménal, et même si je pense que le futur plus grand épéiste est plus puissant que le chef du CP0, la différence ne se fait pas d'une manière aussi extrême. Après, c'est ce que je pense et j'en conclus, je peux me tromper, mais ça ne m'étonne pas qu'il galère quand même un peu. Tout comme Bartolomeo, fan de Luffy, à quel moment penses-tu que Caribou est devenu fan de Teach? Un événement particulier? Oh bah Marineford, hein. C'est là où il s'est vraiment fait connaître devant le monde entier, hein. Avant ça, c'était quasiment un no-name. Il n'avait même pas de prime, Barbe Noire. Et c'est vrai, hein, pour le coup, il avait une prime de 0 quand il est devenu Shichibukai. Vous allez me dire que Bartolomeo a kiffé Luffy sur Lockdown, alors que c'était aussi un no-name, sans grande prime. Donc oui, effectivement, c'est totalement vrai. Alors, soit Oda décide de faire une histoire similaire et personnalisée pour Caribou, soit il reste sur la facilité du ouais, il a kiffé quand il a tué Barbe Blanche. Ouais. Mais par contre, j'aime vraiment beaucoup ce développement. De base, moi, mon idée, c'était que Caribou faisait déjà partie de son équipage en Scred, ou du moins qu'il avait déjà un contact avec Barbe Noire. Mais là, le coup du Bartolomeo bis, c'est incroyable comment ça passe bien. Ça prouve que finalement les 10 sont vraiment faits pour rassembler les gens, et accessoirement que Caribou et Bartolomeo vont s'arracher à la fin de One Piece, et je veux absolument vivre ce moment. Eh ben écoutez les bros, on est sûrement sur un record de review, la plus longue de la chaîne je pense, ou pas loin en tout cas, donc merci à vous de l'avoir regardé, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous êtes là, normalement c'est le cas. On n'oublie pas le like et l'abonnement, vous le savez déjà, le Twitch pour ce soir, vous le savez aussi, n'hésitez pas à rejoindre sur Twitter, Instagram ou TikTok, on essaye d'être actif comme on peut là-bas. Merci à tous, des bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.